Nous recevons ce matin la Fraternité des constables du contrôle routier du Québec. Alors, nous accueillons M. Éric Labonté, qui en est le président, Maître André Fizet et M. Mario Berniquet également, qui sont de la Fraternité. Alors, bienvenue au Comité consultatif sur la réalité policière. Merci d'être présent, merci d'être là pour partager avec nous vos propositions. Je m'appelle Bernard Sévigny, je suis coordonnateur du comité et je vais présider cette séance de travail. Avec nous, rapidement, je vous présente M. Alexandre Matt, Bonjour. qui est avec nous. Il est à Québec. Mme Nicole Gibault, Bonjour. qui est à Gatineau. Et M. Louis Côté, Bonjour. qui est aussi à Sherbrooke. Il y a également Mme Marlene Jennings, qui n'est pas avec nous ce matin, qui est membre du comité. Mme Jennings avait un empêchement, malheureusement, ce matin. Nous avions reçu votre mémoire que les membres ont déjà lu, donc ils ont déjà pris connaissance. Je vous rappelle rapidement les consignes de présentation, une dizaine de minutes au cours de laquelle, vous allez présenter. Je vais me permettre, lorsqu'il va rester une minute au besoin, de vous dire, de vous rappeler pour la conclusion. Ensuite, ça va être suivi d'une période d'échange de 20 minutes et simplement activer, lever la main, la fonctionnalité de façon à ce qu'on puisse gérer l'ensemble, la dynamique de façon efficace. Sinon, si tout ça vous convient, messieurs, je vais vous permettre de vous présenter dans un premier temps. Et lorsque les présentations seront faites, on va commencer le 10 minutes. Alors, Monsieur le Président, la parole est à vous. Oui, je suis Éric Labonté, président de la Fraternité depuis février 2019. Je suis contrôleur routier depuis 2002. Puis, j'ai auprès de moi M. Berniquet, qui est un expert en opération policière. Puis, j'ai Maître Fizet qui est avec nous, qui est spécialiste en déontologie. Pour débuter, je voulais remercier le comité de nous d'entendre la fraternité. Je vais vous faire notre métier est vraiment, dans les forces de l'ordre, c'est notre métier vraiment pas connu. Donc, je vais vous faire juste un petit résumé là, de qu'est-ce que les contrôleurs routiers font. Les constables du contrôle routier constituent le seul groupe d'experts spécialement formés pour peser des véhicules, procéder à des inspections mécaniques, vérifier la validité des permis spéciaux de circulation et pour contrôler le transport des matières dangereuses. C'est d'ailleurs aux côtés des futurs policiers qu'ils reçoivent une formation de 21 semaines à l'École nationale de police du Québec. Cette formation est dispensée depuis 2000. Avant ça, elle était dans les cégeps. Les principales compétences opérationnelles du programme sont l'intervention en matière de sécurité routière, l'intervention en matière de procédure pénale et l'intervention à titre de constable spécial. L'objectif premier de la Fraternité des constables contrôleurs routiers du Québec, c'est de ne plus relever de la SAC. Les contrôleurs doivent pouvoir jouir d'une indépendance et d'une liberté dans l'application des 13 lois et de plus de 30 règlements. La SAC relève du MTQ. Le dernier possède une flotte de camions lourds qui sont soumis à la réglementation. Comment la SAC peut-elle résister aux pressions du lobby des propriétaires de véhicules, que cela soit de l'industrie ou du MTQ? Non seulement les contrôleurs routiers sont perméables à ces pressions, mais cela se traduit par des directives inappropriées qui les forcent à être tolérants face à des pratiques contraires à la loi. Le coroner Malouin, en 1999, avait reconnu la problématique et avait transmis des recommandations en ce sens dans son rapport sur les tragédies des éboulements, dont la principale était de transférer le service à la SQ. Pour ça, je vais vous lire la recommandation 13 du coroner, qui est
Je recommande au ministère responsable du contrôle routier, en l'occurrence le ministre des Transports, de confier à la Sûreté du Québec le contrôle routier avec les budgets actuels et les ressources nécessaires à l'accomplissement adéquat de ce mandat. La réalité d'aujourd'hui est encore plus frappante. Le transport de marchandises a augmenté de façon exponentielle et la pandémie a contribué à cet essor. La résultante est que les contrôleurs routiers n'ont pas l'équipement et les ressources nécessaires pour assurer leur sécurité ainsi que ceux des usagers de la route. Des amendements législatifs ont fait en sorte par le passé que des constables spéciaux, comme les agents de protection de la faune et les contrôleurs routiers, sont maintenant soumis aux obligations et aux devoirs issus du Code de déontologie des policiers. Avec la réforme administrative entamée par le MSP, il s'agit de l'occasion tout indiquée pour procéder à un tel changement et permettre aux constables spéciaux du contrôle routier de joindre ses rangs. Sous la gouverne du MSP, nous sommes convaincus que nous aurions la formation et l'équipement nécessaires et le soutien des partenaires du MSP, tels que les différents corps de police et l'École nationale de police, pour remplir notre mission d'assurer la sécurité des usagers de la route. Et voilà, ça met un terme au point qu'on voulait discuter avec vous. À la présentation. À la présentation, désolé. Donc, merci. Mais écoutez, ça va nous faire un peu plus de temps pour discuter. Je pense que ça va permettre aux membres d'approfondir un peu des éléments. Alors, on va commencer la période d'échange et on va commencer avec une question de M. Alexandre Matt. Monsieur Matt, la parole est à vous. Oui, merci. Bonjour. Vous avez changé de direction à quelques occasions. Je pense à UASAC, au ministère des Transports. Vous êtes allé à la Sûreté un bout de temps. Pouvez-vous me tracer un peu vos différentes responsabilités là, par rapport de qui vous étiez responsable? Ça a changé au cours des années, ça? Oui, ça a débuté qu'on était inspecteur au transport. Okay. C'était des inspecteurs au contrôle routier. Là. Suite, dans les années 80, je pense que c'est en 86, je pense que monsieur me le dire aussi. Là, en 86, ouais, de 86 à 90 ou 11, c'était à la Sûreté du Québec. C'était transféré, le contrôle routier était transféré à la Sûreté du Québec. Okay. Puis, en 1991, j'ai été envoyé à la SAAQ. OK. Puis, depuis ce temps-là, on est à la SAAQ. Et le coroner Malouin, c'est en quelle année, la recommandation? C'est des années 2000? C'est là 20 ans. Il faut dire là, que le coroner Malouin, là, 20 ans plus tard, on est à la même place. OK. La recommandation. Okay. Oui, la recommandation. Elle n'a pas été suivie, c'est ce que je comprends. Et voilà, oui. OK. Merci. Ça va. Monsieur Labonté, en tout cas, en lisant le mémoire, on sent un véritable malaise d'être à la SAC. Et vous dites qu'il y a des pressions et que les agents n'appliquent pas adéquatement les cadres légaux et réglementaires. J'aimerais ça que vous me donniez des exemples concrets là, dans la vraie vie. Comment ça se passe? Comment un agent... Comment s'articule la pression dont vous parlez, dont ils sont la cible par l'entremise de la SAC? Bien, c'est par rapport aux directives et aux politiques. Bon, on change les choses fréquemment. Je vais vous donner un exemple. La tolérance sur la masse. La masse, qu'est-ce qu'on met dans un camion? La masse de ça. Puis, notre employeur nous donnait une directive, une dérogation, dans le fond, aux camionneurs pour donner plus de poids. On n'appliquait pas on nous obligeait à ne pas appliquer le Code de la sécurité routière dans le règlement, où ce que les poids sont définis. On rajoute soit entre 1500 kilos
ou 2000 kilos. Là-dessus, ben, on nous disait qu'il fallait donner cette tolérance-là. Puis, suite à une décision d'un tribunal, ça venait à l'encontre de notre pouvoir discrétionnaire. Ben, au lieu de mettre une directive ou une dérogation, ben, on a changé ça en politique. On a juste changé le nom, mais on nous demande encore de donner une tolérance sur les camions. Les vérifications mécaniques, il faut que ça soit fait une fois par année. Puis, si la vérification annuelle n'est pas faite, nous autres, dans le fond, quand on vérifie le camion, ben, si le véhicule est en interdiction de circuler, ben, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? C'est d'émettre l'infraction, mais de le laisser aller. Parce que à l'article 39.1 du Code de la sécurité routière, quand quelqu'un est en interdiction de circuler, il n'y a plus de droit de circuler. Dans le fond, il faudrait qu'il parte sur un towing pour aller à vérification mécanique. Ces deux exemples là, que je peux vous donner, là, on pourrait s'asseoir, puis il y en a plein encore. Là. Je peux vous en donner. D'avoir une liste. Et ça, évidemment, ça vient directement de la SAC, c'est-à-dire l'instance de qui vous relevez, que ce soit une directive ou une politique. Mais il faut comprendre que faut comprendre que la SAC relève du MTQ. Ça se peut que l'ordre devienne du MTQ, puis la SAC devient exécutant. On ne peut pas dissocier le ministère des Transports parce que on sait que la SAC, c'est un organisme. C'est eux autres qui relèvent du MTQ, puis des fois, la commande vient du MTQ pour nous amener ça à nous autres, là, de descendre ça jusqu'à nous autres. Et comme le MTQ, c'est une partie prenante évidemment importante dans le cadre de votre travail, c'est là, vous dites qu'il y a une espèce de situation malaisante, là, le fait de relever du MTQ. Ben, oui, puis je pourrais rajouter aussi là, que dans le fond, on nous demande d'agir à titre de citoyen selon certaines circonstances. Je vais vous lire les politiques, la politique 5.9, le point 5.9 de la politique CE POL 01. Je vais vous la lire. Le contrôleur routier qui, dans l'exercice de ses fonctions, constate une infraction criminelle qui n'est pas énoncée dans son acte de nomination, ne peut agir à titre de constable spécial. L'organisation ne s'attend pas à ce qu'il intervienne autrement qu'en signalant au corps policier concerné. Dans le fond, une supposition de personne, je ne l'ai pas dans mon acte de nomination. Fait que si je vois que la personne fait une supposition de personne, ben je vais être obligé d'appeler la police, là, puis je ne peux même pas le mettre en état d'arrestation. Un entrave au criminel, je ne l'ai pas dans mon acte de nomination, il faut que j'appelle la police. S'il décide d'intervenir, le contrôleur routier le fera en vertu de l'article 494 du Code criminel, comme tout autre citoyen. Dans toutes les situations, il doit toujours agir avec professionnalisme, car il apparaît auprès de la population comme une personne en autorité. On me demande d'agir à titre de citoyen, de faire une arrestation citoyenne, alors que je suis en uniforme. Je suis une personne en autorité, puis je suis assujetti quand même à déontologie policière. Alors, donc, il y a des contradictions d'un cadre à l'autre. Je vais vous lire le point suivant. Au point 5.10 de la même politique, on peut lire « L'organisation s'attend à ce qu'un contrôleur routier qui est dans l'exercice de ses fonctions intervienne s'il est témoin d'un acte criminel ou l'intégrité physique d'une personne est menacée. Dans ce contexte, il est considéré dans l'exercice de ses attributions et par conséquent comme étant constable spécial. »
Fait que si c'est quelque chose qui n'est pas dans mon acte de nomination, mais ça met la vie en danger, ben, il faut que j'intervienne. Là, c'est correct, là, j'ai le droit d'être à titre de constat spécial. OK. Bon, mais c'est bien. Madame Nicole Gibault, la parole est à vous. Oui, bonjour, messieurs. Justement, dans ce contexte-là, alors là, je comprends que c'est des devoirs et des pouvoirs, comme les policiers en ont, des devoirs et des pouvoirs. Ils peuvent faire ci, ils peuvent faire ça, ils ne peuvent pas agir en fonction que ça soit en fonction d'un règlement municipal ou ils changent de chapeau en fonction du code criminel, etc., etc. Vous dites dans votre mémoire que un statut juridique clair. Ce que je viens de comprendre par l'exemple que vous avez donné, lorsqu'il s'agit d'une entrave ou d'une supposition de personne, vous n'auriez pas, selon votre acte, la possibilité d'intervenir, mais vous pouvez lorsqu'il s'agit de la sécurité des personnes. Mais qu'est-ce que vous suggérez? C'est quoi votre suggestion de clarification? Si vous avez un ensemble de pouvoirs qui est donné et un autre ensemble, c'est parce que vous pouvez vous trouver dans deux situations où il y a quelque chose qui va arriver en même temps, j'imagine, puis que c'est ça que vous voulez clarifier. C'est quoi exactement, là? Ben, d'avoir quelque chose de clair, c'est qu'on est là pour Donnez-moi réprimer. un Dans exemple. l'attaque de. Ben, je viens vous en donner, disons, là, Oui, pour oui, une entrave. mais qu'est-ce que vous pourriez faire? Ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qui est. Vous ne pouvez pas le garder, vous ne pouvez pas prendre son numéro, vous ne pouvez pas lui donner d'infraction, il n'y a pas d'urgence ou une disposition de personne, il faut que vous appeliez la police. Ben, c'est d'être capable de. On dit dans l'acte de nomination que c'est pour réprimer le crime. Ben, je pourrais vous le relire, là, mais la suggestion, c'est qu'on ne soit pas dépendant de la police, qu'on soit capable de faire au complet, là, que je sois capable de le mettre en état d'arrestation, puis que je ne dépends pas de la police. Là. Parce que je vais vous donner un autre exemple là, qui est flagrant, là, une capacité affaiblie. Une capacité affaiblie, ben, je suis obligé, je peux le mettre en état d'arrestation, mais je n'ai même pas les évaluations de coordination. Je ne suis pas formé comme évaluateur de coordination et de mouvement. Fait que je dépends du policier, mais si le policier est à 50 minutes, ben on sait qu'il y a des risques que ça tombe à court. Hein? Ben ça, c'est un exemple où il faut quasiment laisser aller à personne. Puis parce que aussi, il faut faire attention qu'on n'ait pas une détention illégale non plus. Là. On ne peut pas retenir quelqu'un vitam aeternam là, sans que ça soit sans qu'on peut intervenir jusqu'à la fin. Là. Okay. Ça va, Mme Gibault? Oui. Monsieur Matt. Dans votre présentation tout à l'heure, vous avez parlé de manque d'équipement et de formation. Pouvez-vous expliquer davantage là, quelles sont les choses que vous suggérez dans ça? Ben, le plus gros, c'est qu'on n'a pas d'armes à feu. Okay. On n'a pas d'armes à feu. On fait le même travail qu'un policier sur la route, sauf que notre mandat principal, c'est les véhicules lourds, le transport par autobus, puis par taxi. On sait que prendre un repli, quand on intervient sur une vanne de 53 pieds, ben, j'ai 60 pieds pour venir à mon auto. Puis, il y a eu des saisies d'armes qui ont été faites dans Beauce, il y a à peu près un an. Il y avait un AR-15 et un 9 mm là, dans l'habitacle qui était à proximité de l'individu. C'est ça quand on dit la formation, puis ça reste que le gros dossier qui est actuel depuis, je vous dirais, depuis l'existence du contrôle routier, c'est l'arme à feu. C'est pas encore réglé aujourd'hui. Puis moi, en tant que président de la fraternité, je veux pas avoir un téléphone à minuit le soir, puis m'annonçant qu'un de mes membres s'est fait descendre, comme ça s'est passé pour les agents de la Fonte qui ont été armés après, et les agents correctionnels aussi
Ça a pris 2 morts. Ben, moi, je ne veux pas attendre. Là. OK. Mais au niveau formation, c'est relativement aux armes à feu aussi? Oui, c'est surtout ça. Là, la formation, c'est ça. Là, ça vient avec tout ça. C'est le plus gros du manque de formation. Je ne dis pas qu'on manque de formation, mais c'est là-dessus. Là. Sur les armes. Et, Oui. avez-vous l'impression que de porter une arme, ça va davantage augmenter le risque d'une personne qui est armée? Là, ils savent que vous n'êtes pas armé, donc l'inverse peut aussi être vrai là, au niveau de l'augmentation du risque. Ben, je vous dirais, c'est comme les policiers, mais qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a beaucoup de transports qui viennent des États-Unis. On sait que dans le week-end, ils sont armés. Mhm. Puis, il y a eu beaucoup de saisies d'armes. Il y a eu des saisies d'armes là, aux douanes là, par les douaniers. Aussi, qu'est-ce qui est différent, nous autres, d'un policier, c'est que je peux ouvrir un espace de chargement sans mandat pour aller voir s'il y a des matières dangereuses dedans. Mais quand on rouvre l'espace de chargement, qu'on fouille, puis je vais vous donner un exemple. Je vais tomber sur un container. Je rouvre un container qui s'en va au port de Montréal. Je le rouvre, c'est plein de chars volés. Si le criminel il décide que lui, il s'en va pas en dedans, là, ben, moi, pas d'arme, là, j'ai pas d'arrêt d'agir. OK. Ça va, M. Mann? Oui, ça va, merci. Merci. Moi, j'aurais une question à 2 volets, en fait. Ce que vous nous racontez, puis ce qu'on a lu dans le mémoire, j'imagine que des représentations dans ce sens-là qui ont été faites auprès de la SAC ou du MTQ ou même plus haut. Qu'est-ce qu'on vous dit quand vous plaidez ces anachronismes-là? Ben, je vais vous dire, on est au tribunal administratif. Au mois d'avril, on comparait au tribunal administratif. C'est par rapport à des interventions où on dit qu'on devrait être armé. Les représentations sont toujours faites en fonction de ça, avec l'emploi de la force, mais je pourrais laisser peut-être M. Berniquet. Vous m'entendez bien? Oui, on vous entend et on vous voit, M. Berniquet. Alors, la parole est à vous. OK, merci. J'étais à la formation pour développement Sûreté du Québec aux mesures d'urgence et puis j'ai été 19 ans à l'école de police pour faire des programmes de formation pour les forces de l'ordre. Ça incluait tous les policiers à la base et aller jusqu'aux escouades spécialisées. Lorsque M. Labonté m'a rencontré puis m'a demandé de faire un genre d'audit du travail, qu'est-ce qu'il faisait comme contrôleur routier, il s'est aperçu que les contrôleurs routiers faisaient partie des mêmes risques, des mêmes dangers et même plus grands encore que celui que les policiers patrouilleurs confrontent tous les jours. Avec les camions, les charges qu'à l'intérieur de ça, le transport des valeurs, le transport même des personnes illégales au Canada, puis on en passe. Là. Je regardais un petit peu les équipements qu'il y avait. Ils sont formés quand même assez bien. Ils ont des bons équipements, des bons accessoires pour travailler au niveau des billets, des imprimantes et tout ça. Mais pour faire un travail qui soit plus précis, avec une meilleure éthique, plus modernisé, plus efficient, je vous dirais que ça prend l'équipement n'est pas complet. Puis la formation n'est pas complète aussi. Là. Lorsqu'on est pris pour faire face à un danger ou à un risque inopiné, mais il faut être prêt à y faire face. On ne peut pas reculer, aller chercher un backup ou appeler pour demander un backup si le risque se présente ou si une personne veut s'en sortir, puis tu n'as pas de moyen sans moyen de l'arrêter, tu n'as pas de moyen pour te protéger puis pour te défendre. Dans cette optique-là, c'est qu'est-ce que M. Labonté m'avait approché pour voir comment on voyait ça. Pour avoir travaillé pendant des années comme policier patrouilleur où ce qu'on voyait les camions qui étaient là, à l'époque, il était armé en 85 jusqu'en 90. J'étais à Valleyfield. Mais plus on allait, après ça, j'ai perdu de vue parce que il y a d'autres activités qui sont passées. Je me demandais encore en 2020 comment ça se fait que dans le cadre d'une modernisation comme ça, qu'on n'est pas équipé suffisamment pour le travail
où ce que je vais prendre les paroles d'un juge à la retraite qui me disait « D'ayez horreur de l'à peu près, tu ne peux pas faire des choses, en faire un petit bout, après ça arrêter, puis il faut que ça soit complet. » là. Les normes, les standards, puis, ou l'éthique de travail va aider au discernement, va aider au travail. Grandement, dans le dossier que j'ai été impliqué, c'est ma participation. C'est bien, merci. Et le deuxième volet de ma question, je ne sais pas si c'est vous, M. Berniquet ou M. Labonté, à partir du moment où on vous entend, on recommande que les constables spéciaux relèvent du MSP. Est-ce que le statut de constable spéciaux, ça ne règle pas tous les problèmes? C'est-à-dire, est-ce que c'est un pas pour avoir un statut de policier, par exemple? Je veux juste comprendre jusqu'où ça va et est-ce que vous revendiquez autre chose que le statut de constable spéciaux? C'est pas nécessairement juste le. Puis M. Labonté m'écoute, c'est pas seulement juste le statut. C'est un statut de constable spécial, ça va avec le rôle, le mandat, les missions puis les risques. Si on parle d'opération puis d'intervention pour assurer une sécurité publique sur les lieux, peu importe qu'on appelle constable spécial, agent de la paix, force de l'ordre, le statut, c'est un nom qu'on va donner avec une entité légale pour travailler, des choses efficientes ou non fonctionnelles, mais le statut tel quel, ça va être sûrement dans votre comité qui vont dire est-ce qu'il va encore avoir des policiers de niveau 1 aller jusqu'à niveau 6? Parce qu'on sait qu'il y a des agents de la paix ou des forces de l'ordre qui font du niveau 1, qui font encore moins que qu'est-ce que, si on veut, un contrôleur routier peut faire sur la route. Ils sont sur le parc routier aussi, avec moins de risques. Fait que c'est des choses qui sont à considérer sûrement dans vos nouvelles réflexions. Merci. Madame Gibault. Oui, moi, je veux juste revenir à ce que M. Sévigny vous demandait tantôt. C'est quoi l'objection? C'est quoi la raison? C'est quoi qu'on vous dit? C'est beau d'aller devant les tribunaux, etc. Là, vous allez faire des revendications, mais face aux différents ministères, est-ce qu'il y a des... C'est pourquoi on dit non, ça n'a pas de bon sens, puis peut-être que... Ou c'est pourquoi c'est étiré, c'était le cas, ça existait, on l'a enlevé. C'est quoi vraiment la raison qu'on vous donne? Monsieur Labonté, si vous permettez... oui, M. Fizet, Maître Fizet, allez-y. Oui. Moi, si vous cherchez un essai juridique pour comprendre la revendication de la fraternité et de ses membres, et je sais que les membres ont été sondés, M. Labonté l'a mentionné dans la mémoire, c'est un article du Code de déontologie qui les préoccupe, et je vais juste lire l'introduction. On fait référence à l'impartialité, c'est l'article 9 du Code de déontologie des policiers, et qui s'applique également aux gens que représente M. Labonté. On dit qu'on doit exercer nos fonctions avec désintéressement et impartialité et éviter de se placer dans une situation où il sera en conflit d'intérêts de nature à compromettre son impartialité ou affecter défavorablement son jugement et sa loyauté. Je n'ai pas besoin de vous rappeler, Madame le juge, le principe de l'ordering à l'effet que les agents de la paix ils doivent obéir à la loi et seulement à la loi et à leur conscience. C'est un peu ça la préoccupation des contrôleurs routiers avec les directives, les politiques internes, les demandes de fermer les yeux sur un poids excessif d'un certain type de marchandises qui est transporté durant le dégel ou, encore une fois, là, par rapport à d'autres manières de procéder. Ce qui inquiète les contrôleurs, c'est justement qu'ils n'ont pas l'indépendance en raison de leur appartenance à l'institution qui est la SAC. Alors, ce qu'ils recherchent, compte tenu du fait qu'ils sont soumis au Code de déontologie des policiers, et ça, c'est un amendement qui est venu après l'adoption initiale du Code en 90, c'est obtenir cette impartialité qui est nécessaire à exercer leur mission. Ils ne l'ont pas actuellement. Et le fait de relever du MSP, pour eux, ça leur permettrait, compte tenu de la mission du MSP, compte tenu des partenaires du MSP, c'est d'obtenir les outils et la formation requise pour faire leur devoir en toute sécurité. Et je vais juste ouvrir une parenthèse, c'est encore au niveau juridique. Rappelez-vous ce qui est arrivé des Maritimes récemment. La GRC a été poursuivie parce qu'elle n'a pas donné les outils nécessaires à ses agents. Puis il y a des agents qui n'avaient pas des carabines longues pour pouvoir mettre fin à la menace dont ils étaient
Il y a eu des procès aux criminels là-dessus et la GRC a été trouvée coupable et a dû payer une amende là-dessus. C'est ce que la fraternité vise, avoir la bonne protection pour remplir leur mission et relever du MSP, du ministère de la Sécurité publique, plutôt de la SAC. C'est ça qui est en cause. Monsieur Labonté, maintenant, je pense qu'il va vouloir compléter ma réponse pour ce qui est de la réaction à l'interne, auquel moi, je ne suis pas parti. Moi, je voulais juste vous toucher l'aspect juridique. Merci, Maître Fiset. Monsieur Labonté, pour compléter. Votre micro, Monsieur Labonté. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on veut, là, dans le fond? C'est je veux être capable de faire du contrôle routier d'une façon sécuritaire, puis de rajouter 300 yeux sur le réseau routier en partenariat avec les policiers. Mais nous autres, ce qu'on veut, là, c'est simple. Là. Ça se résume, on veut être capable de faire pleinement notre mandat, qui est les véhicules, tout ce qui est véhicule commercial, puis le transport de personnes. Puis pas subir aucune influence, que ce soit interne ou externe. Puis être capable de contribuer à la sécurité du public en général. Croyons que pour y arriver, qu'après 20 ans d'essais et d'erreurs, nous devons quitter la SAC. Dans le fond, c'est ça qu'on veut. Ça a le mérite d'être clair, M. Labonté. On va terminer parce que le temps file. Ça fait déjà 25 minutes qu'on échange. On va terminer avec M. Matt. La parole est à vous. Merci. Est-ce que dans les autres provinces, l'équivalent de votre fonction existe et est-ce qu'ils sont armés? Oui, il y a deux provinces actuellement, le Nouveau-Brunswick et la Saskatchewan sont armés. Ils ont changé le statut, justement, ils les ont envoyés à la sécurité publique. Ils les ont sortis du transport, ils les ont envoyés à la sécurité publique et ils sont armés. On a changé le statut pour qu'ils deviennent, suite justement à ce qui s'est passé à GRC, là, où il y a eu des morts, ils deviennent comme premiers répondants, mais pas premiers répondants comme on dirait, comment je vous dirais ça, pas premiers répondants comme les pompiers, là, mais premiers répondants là, que si c'est eux autres qui sont le plus proches, ils vont y aller vu qu'ils sont armés. Okay, comme premier intervenant. Là. Puis il y a le Colombie-Britannique qui viennent de changer le statut, sont en processus de. Excusez, c'est pas Colombie-Britannique. En tout cas, c'est entre l'Alberta ou la Colombie-Britannique, sont en voie là, de se faire armer. Ça va. Merci, M. Matt. On va terminer. Je vais laisser la parole à M. Côté pour une remarque. M. Côté, la parole est à vous. Au micro, Louis. Oui, OK. Bien, bonjour à vous. Une simple remarque que je vous fais, vous comprendrez que je ne suis pas intervenu pendant ni la période des questions, ni pendant votre présentation pour une raison simple, c'est que le comité dont vous voyez les membres, qu'on a développé comme stratégie, que lorsqu'un de nous a déjà eu un lien avec une organisation ou a déjà encore un lien, on n'intervient pas devant la rencontre avec les gens qui sont, c'est d'exemple, vous. Ce que vous soulignez, j'ai bien lu votre mémoire et on aura comme membre, on aura comme comité une discussion par rapport à vos demandes et vos représentations. Ça va, c'est clair. Peut-être simplement préciser que M. Côté a déjà été vice-président de la SAC dans une autre vie. Alors, c'est la raison pour laquelle, et c'est la politique qu'on s'est donnée, effectivement. Donc, ça va pour tout le monde. Je pense qu'on a eu, merci beaucoup, messieurs, pour les échanges. Merci pour votre document, la qualité des échanges qu'on a eu aussi. Ça va nous permettre véritablement, nous, de mieux réfléchir, d'avoir des données et d'avoir une position claire qui est la vôtre. Alors, merci beaucoup de vous être prêté à l'exercice, d'avoir contribué aux travaux du comité. C'est vraiment apprécié. Alors, encore une fois, merci et au plaisir. Au nom de la fraternité, je vous remercie beaucoup à tout le monde. Bonne journée. Merci, bonne journée. Merci. Au revoir. Merci.